Annyeonghaseyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog où je vais vous présenter le palais de Gyeongbokgung, un des 5 grands palais construits sous la dynastie Joseon. Le palais a été construit en 1394, puis reconstruit en 1867. Ici on commence avec la cérémonie de relève de la garde. Celle à laquelle j'ai assisté est celle de petite envergure, il y en a d'autres dans la journée beaucoup plus grandioses. À l'entrée, on retrouve le haetae, un animal de la mythologie coréenne qui a la forme d'un lion. Il est censé repousser les mauvaises ondes et petite anecdote, vous les verrez sur les taxis orange coréens. Le mot Gyeongbokgung signifie littéralement bonheur et brillance et il contient les vœux pour l'épanouissement et la prospérité de la dynastie. Le palais a été fortement endommagé en 1592 lors d'un incendie dû aux invasions japonaises et il est laissé à l'abandon pendant près de 200 ans. Ce n'est qu'en 1867, lorsque le prince régent de l'époque, Hong Seondeong-gun, décide de lancer un projet de restauration qu'il est en partie sauvé. Près de 500 bâtiments ont été reconstruits, mais le palais est de nouveau fortement endommagé lors de l'occupation coloniale japonaise, et finalement un projet de restauration récent à partir des années 90 est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai oublié de vous dire qu'on commence la visite par la porte de Gwanghwamun qui donne donc directement sur l'extérieur du palais. Et là on a le pont de Yangjae-gyo qui est le pont qui permet d'enlever les mauvaises ondes. Commençons la visite par cette première porte, Kunjeongmun. Ce pont est très important parce que ces statuettes d'animaux sont censées repousser les mauvaises ondes dès l'entrée du palais et ne laisser que donc les bonnes entrer à l'intérieur. Derrière la porte de Kunjeongmun, on tombe sur le Kunjeongjeon qui signifie littéralement gouverner avec assiduité, ce qui traduit que cet endroit était bien le lieu où le roi gérait toutes ses affaires étatiques. Le Kunjeongjeon est le bâtiment le plus important du palais car c'est ici que se déroulaient les cérémonies officielles comme le couronnement, la réunion des cabinets, les concours de fonction publique ou encore l'accueil des envoyés diplomatiques. Une petite anecdote, ici la voie principale, elle n'était empruntable que par le roi et de part et d'autre il y avait donc ses sujets. À gauche siégeaient les sujets plus intellectuels qui géraient ses affaires administratives et à droite les sujets qui partaient à la guerre, donc les combattants. Le Kunjeongjeon est le palais le plus somptueux et le plus majestueux puisque je vous ai dit que c'était le bâtiment le plus important et c'est celui qui symbolise le mieux la présence du roi. Ici donc vous avez le siège du roi, son trône. Donc je vous laisse admirer la décoration traditionnelle coréenne qui je trouve est personnellement magnifique. Et derrière le trône du roi, vous pouvez voir un élément que vous allez retrouver de façon récurrente, le tableau des Shipjangseng, les 10 éléments de longévité qui sont censés souhaiter la longévité de la dynastie royale. Au plafond, on a ce qu'on appelle le phénix coréen, ce qu'on appelle le Bonghwang, c'est un oiseau mythique qui est censé régner sur tous les autres oiseaux. À la gauche de Kunjeongjeon, on retrouve le Sujeongjeon, qui est un lieu historique pour la Corée, puisque c'est ici que le roi Sejong a créé et inventé et mis en place l'alphabet coréen, le Hangul. Mais le Sujeongjeon est le seul édifice qui reste du site, car la plupart des autres bâtiments ont été détruits sous l'autorité japonaise. On arrive à mon bâtiment favori qui s'appelle Gyeongwaeru. C'est un pavillon où le roi accueillait ses envoyés diplomatiques et où il organisait ses banquets. Je pense que c'est mon bâtiment préféré parce que on dirait un bateau qui flotte sur l'eau et la nuit c'est vraiment magnifique. Ces 3 bâtiments forment l'édifice de Sajeongjeon qui servait de bureau administratif pour le monarque. Donc le roi tous les matins tenait des séances quotidiennes avec ses ministres et discutait des affaires de l'État. Donc le roi se tenait sur son trône avec ses ministres autour. Et on peut observer toujours le Shipjangseng derrière le trône du roi. Juste devant, on a ce qu'on appelle le Yangbu-ilgu, c'est une horloge solaire. Et on pouvait deviner et situer l'heure dans la journée grâce aux ombres formées par cette horloge. Ensuite, on arrive sur le Gangneungjeon qui est la résidence, la chambre privée du roi, où le roi pouvait donc se reposer
il pouvait organiser des réunions non officielles avec ses ministres et les membres de son cabinet. Alors comme vous pouvez le remarquer, sur ce Gangneungjeon, il n'y a pas cette bande blanche, cette architecture blanche sur le toit du bâtiment, parce que c'est l'endroit où le roi passait ses nuits privées avec ses femmes, et c'est le symbole pour favoriser la descendance légitime, la naissance du futur héritier du roi. Juste à côté du Gangneungjeon se trouve le Gyotaejeon, c'est la résidence privée de la reine qui supervisait les femmes de la cour. Ici aussi on remarque l'absence de l'architecture blanche sur le toit qui s'appelle le Yongmaru, Yong qui signifie dragon, et cela symbolise le fait qu'il ne pouvait pas y avoir deux dragons sous un même toit puisque le roi est censé symboliser le dragon. Et donc il ne pouvait pas y avoir un Yongmaru au-dessus de la tête du roi, du seul dragon qui n'est que le roi. Derrière les résidences privées du roi et de la reine, on va trouver un magnifique jardin postérieur qui est composé de parterres assemblés formant un escalier. Et on va y trouver les cheminées, les Amisan Kulto. Ces 4 cheminées sont de forme hexagonale et sont en terre cuite. Et parmi les dessins qu'on retrouve dessus, on peut citer la chauve-souris qui représente la richesse, le pongwang qui représente la reine, mais aussi d'autres animaux et des plantes qu'on va retrouver dans les symboles de longévité qu'on va juste après voir en détail. En continuant notre chemin, on arrive au niveau des appartements du roi héritier, donc le dauphin à la française, et ce bâtiment s'appelle le Dongguk, littéralement le palais de l'Est. Pourquoi il est situé à l'Est? Parce qu'il symbolise le fait que le roi héritier doit émerger au trône comme le soleil qui se lève à l'Est. Le dénommé palais de l'Est est séparé entre les appartements du prince et de la princesse, le Chazandang qui compose les appartements du prince, et là on se dirige vers les appartements de la princesse qui s'appelle le Bihongak. Donc à gauche le Chazandang et à droite le Bihongak. On arrive au niveau des cuisines, les cuisines qui sont séparées en 3 sections. On commence d'abord par le Naesojubang, la cuisine intérieure. On a ensuite à droite le Uesojubang, la cuisine extérieure. Et au fond, on a le Sengmulbang. Au niveau de la cuisine intérieure, on a les repas quotidiens du roi qui sont servis. Du côté du Uesojubang, on a les banquets et les rites spéciaux lors de fêtes. Et au niveau du Sengmulbang, on va avoir plutôt les collations, les desserts, les gâteaux de riz qui vont être servis. Donc plutôt côté goûter. Malheureusement, l'accès n'y était pas autorisé, j'ai trouvé ça très dommage, mais j'essaie quand même de vous montrer de l'extérieur, qui avait donc 3 sections. On entre dans la plus grande intimité des appartements de la reine, la mère adoptive du roi qui a exercé la régence et qui a joué un rôle important dans la montée en puissance du roi sur son trône. Ces appartements de la reine s'appellent le Tagyeongjeon et derrière le Tagyeongjeon se trouve la cheminée aux 10 symboles de longévité dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc c'est parti. La voici, cette fameuse cheminée de Shipjangsaeng dont je vous avais montré derrière les trônes du roi. Regardons ensemble les symboles. On retrouve le soleil, les nuages, les montagnes, l'eau, le pain, la tortue, la grue, le cerf, les rochers et le pulcho, c'est l'herbe de l'immortalité. Dans le mot Shipjangsaeng, on retrouve le chiffre 10, puisque Ship signifie 10, et ces 10 symboles sont censés protéger la dynastie des mauvais esprits, pour que la reine, le roi et toute la dynastie puissent gouverner le plus longtemps possible.
Alors après on arrive au Gyeongwonjang qui est le pavillon de Gyeongbokgung. C'est un de mes endroits préférés mais lors de ma visite malheureusement le pavillon était en pleine restauration donc vous allez vous contenter de ces images. La restauration était nécessaire à cause des dégâts depuis la colonisation japonaise mais aussi la guerre de Corée. En avançant vers le fond du palais, on arrive au niveau de la résidence secondaire du roi. En effet, le roi Gojong souhaitait avoir une résidence secondaire avec plus d'intimité à l'écart du centre du palais, qui s'appelle le Gwancheongung. Le Gwancheongung est de nouveau séparé entre les appartements du roi et ceux de la reine. Pour les appartements du roi, on a le Changandang, et juste à côté, on a le Gonyongrap, qui sont donc les appartements de la reine. C'est le lieu tragique de Eulmisabion. C'est un incident où la reine a été retrouvée assassinée par les soldats japonais dans ses propres appartements, suite à la guerre sino-japonaise où la Corée passe de la tutelle de la Chine à celle du Japon en 1895. Au fond du palais, on arrive au niveau du Jibokje, l'édifice qui servait de bibliothèque et aussi pour l'accueil de certains hommes diplomatiques à l'époque. La particularité de ce bâtiment est que l'architecture mêle celle coréenne et chinoise qu'on peut retrouver à travers les arcs plus prononcés, mais aussi la couleur bleue qui est symbolique de l'architecture traditionnelle chinoise. Shinmunmun est la porte arrière principale pour entrer dans le palais de Gyeongbokgung par l'arrière. Derrière, on aperçoit la Maison Bleue et non la Maison Blanche, le lieu d'habitation de coutume du président de la République et de son gouvernement. Ce lieu a évidemment été choisi par pure symbolique puisqu'il se situe derrière le lieu de résidence principale du roi à l'époque. À l'heure à laquelle je vous parle, le nouveau président de la République de Corée a choisi de quitter les lieux et de s'installer ailleurs, et donc le Cheongwade est accessible au public et j'espère pouvoir le visiter cet été. Les derniers appartements que j'aimerais vous présenter sont ceux de Taewonjeon, qui servaient de chapelle mortuaire pour les défunts de la famille royale, comme par exemple le corps de la défunte reine qui a été assassinée par les soldats japonais. Le Taewonjeon était un lieu de transition où les corps étaient conservés de manière temporaire avant d'être transférés définitivement au Jongmyo, le centre mortuaire de conservation des corps des défunts. Voici toutes les étapes qu'il fallait respecter et effectuer lorsqu'un membre de la dynastie décédait. Le deuil pouvait durer jusqu'à 27 mois, c'est-à-dire plus de 2 ans. J'ai oublié de faire une outro, du coup je vous laisse sur cette entrée vers le Taewonjeon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir ce magnifique endroit du palais de Gyeongbokgung. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très vite. Annyeong.